Nous vous remercions de vous être joints à nous aujourd'hui. Nous allons attendre 2 minutes de plus pour que les autres participants puissent se joindre à nous. Merci. Encore une fois, bonjour à tout le monde. Nous allons démarrer notre réunion d'ici 1 minute ou deux. Merci. Chers collègues, nous avons 62 participants en ligne. Nous allons donc démarrer. Encore une fois, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Sarah Hollis et j'assurerai la modération de notre séance d'aujourd'hui. Nous allons donc démarrer immédiatement et je passe la parole à Amarachi qui nous fera parcourir quelques aspects d'intendance ainsi qu'un mot de circonstance. Merci. Bonjour, bon après-midi, chers collègues. Je vous ferai parcourir quelques aspects d'intendance, après quoi je passerai la parole à Sarah Hollis. L'OMS est engagée à organiser des événements auxquels chacun peut participer dans un environnement inclusif, respectueux et sûr. Et donc, soyons tous respectueux des opinions des uns et des autres, y compris lorsque nous sommes en désaccord. Alors, les événements de l'OMS sont guidés par des normes déontologiques et professionnelles rigoureuses et tous les participants sont tenus au respect de l'intégrité et au respect de tous les participants présents dans ce forum. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous avons un service d'interprétation disponible en anglais et en français. Au bas de l'écran, vous retrouverez un icône à l'image du globe. Vous pourrez donc cliquer sur ce lien pour sélectionner la langue de votre choix. Veuillez utiliser la fonctionnalité Q&A pour les questions concernant le thème ou les présentations qui vous seront communiquées. Et cela nous aidera à répondre à vos questions et éviter de mettre vos questions dans la fonctionnalité chat. Le chat sera utilisé pour les présentations. Donc, vous pourrez indiquer votre nom, le pays à partir duquel vous êtes connecté, ou si vous avez des problèmes d'ordre technique. S'il s'agit d'interférences concernant l'interprétation, vous pourrez bien entendu le mettre dans le chat afin que vous puissiez avoir une expérience harmonieuse. Alors, notez qu'en participant à cette réunion, que ce soit en tant que participant ou intervenant, nous considérons votre présence comme autorisation d'enregistrer vos contributions et de partager les enregistrements via divers canaux à des fins d'apprentissage continu. Donc, vous pourrez retrouver cela sur YouTube, sur LinkedIn, les documents relatifs à la session, y compris les enregistrements et les présentations, vous seront communiqués dans les jours qui suivront le webinaire, compris
un sondage quant à votre expérience du séminaire, du webinaire. Et nous vous invitons à remplir le sondage le moment venu. Alors, vous avez probablement constaté que nous recueillons différents types de données lors de l'inscription. Et donc, le projet ECHO recueille les inscriptions, les participations, les commentaires pour différentes raisons, notamment pour des rapports, des cartes, des communications, des enquêtes, l'assurance qualité, l'évaluation, et pour éclairer de nouvelles initiatives. Et à présent, je vous ferai parcourir très rapidement l'ordre du jour avant de passer la parole à Sarah Ellis. Alors, je m'appelle Amarachi Abianou, je suis chargé de la formation au sein du bureau régional de l'OMS. Nous aurons tout d'abord un mot introductif de la part du docteur Guy Abdou Salam, suivi par une présentation sur les objectifs du webinaire par Sarah Hollis. Après quoi, nous passerons la parole à un représentant du ministère de la Santé du Kenya. Nous avons Monsieur Youssouf Adjak, qui nous fera part des progrès et des défis liés au système de surveillance des maladies au Kenya. Et puis, nous aurons une présentation de l'équipe SORMAS. Nous avons Sylvia ici, qui est épidémiologiste, et elle est basée au siège de l'OMS. Et Sarah assurera donc la modération de cette séance. Alors, s'agissant de l'allocution de clôture, elle sera faite par le responsable du programme HIR, Dr Étienne Koua, du bureau régional de l'OMS. Alors, je souhaite encore une fois la bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Et nous avons un certain nombre d'intervenants, de panélistes, et nous espérons que vous tirerez autant d'informations que possible de cette session. Nous avons une collaboration à très haut niveau avec les collègues du Kenya, le siège, le bureau régional, et je commencerai tout d'abord par me présenter, après quoi je passerai la parole au premier intervenant. Alors, je m'appelle Sarah Hollis, je suis épidémiologiste au bureau régional pour l'Afrique de l'OMS et je suis basé au hub de Nairobi. Nous allons donc passer la parole au docteur Abdou Salam, qui est directeur des urgences régionales des urgences. Docteur Salam, vous avez la parole et encore une fois, merci de vous être joint à nous. Merci beaucoup, Sarah, et je remercie euh, chacun d'entre vous de prendre part à ce webinaire pour discuter de ce thème important que sont les standards, les normes. Alors, les normes doivent nous inciter à nous mettre ensemble pour voir dans quelle mesure nous pouvons nous améliorer. Et lorsque nous parlons de normes, assez souvent, nous ne le réalisons pas et j'ai été moi-même surpris de l'importance que cela porte. Et donc, il s'agissait de réfléchir des concepts que nous utilisons assez souvent, qui peuvent être exprimés par différents termes, qui pour expliquer le concept. Et puis, il y a également la notion d'interopérabilité qui doit être comprise en tenant compte non seulement de la terminologie, mais des processus d'interopérabilité. Alors, s'agissant de la sémantique, cela pose problème lorsque nous parlons de santé publique, d'épidémiologie, car assez souvent, les données ne constituent pas un objectif principal lorsque nous sommes sur le terrain. Assez souvent, il s'agit bien entendu de sauver des vies et nous essayons, lorsque nous avons le temps, de nous pencher alors sur les données.
Et comme vous le savez, chaque groupe a sa propre façon d'établir une nomenclature. Et donc, c'est pour cela qu'il est important de dégager un standard euh, assez tôt. Par exemple, nous avons plus de 70 ans de données au sein de l'OMS, mais il est pratiquement impossible de consolider toutes ces données au sein des Nations Unies. Et vous savez, lorsque vous avez les différentes gens qui utilisent le même terme, par exemple, nous parlons de roulage, la définition de cas peut être différente selon les cas. Et lorsqu'il s'agit, par exemple, de, des appareils, vous vous rappellerez des disques qui étaient utilisés à l'époque. Et aujourd'hui, ils ne sont plus utilisés. Et c'est pour cela qu'il faut à présent réfléchir à une certaine interopérabilité, à certains standards. Et vous savez, par exemple, un contenant qui est utile, que vous avez certaines personnes qui conviennent de la forme qu'un tel contenant doit prendre, de ses dimensions, cela est important. Et cela pour dire en fait que notre thème qui nous réunit aujourd'hui est extrêmement important. Alors, en matière de santé, assez souvent, nous ne nous penchons pas sur une telle question. Et c'est pour cela que je suis très ravi que nous puissions discuter de standards. Et où que nous soyons, ce qui importe, c'est là où nous souhaitons nous diriger. Et donc, chers collègues, je serai ici à l'écoute pour apprendre, encore une fois, de ces différentes personnalités qui ont été invitées pour partager leurs expériences. Et je vois que nous avons plus de 100 personnes qui sont en ligne et il nous faudra tous non seulement apprendre, mais également partager nos informations pour donner à tout un chacun la possibilité d'apprendre. Donc, encore une fois, je vous remercie tous et je vous souhaite une, un bon webinaire. Merci beaucoup, docteur Abdou Salam. Alors, en attendant que la présentation soit mise à l'écran, je souhaiterais tout d'abord parler d'un aspect important. Il est important que les technologistes puissent parler aux, aux experts en matière de santé et nous avons donc, nous espérons qu'il s'agira ici de l'une des premières conversations. Ce n'est pas la première fois que nous parlons de standards. Et l'une des premières conversations portait sur le travail de l'OMS quant aux standards et tout particulièrement en ce qui concerne la surveillance. Docteur Patricia, qui se joint à nous euh, de Genève, nous parlera donc de ce thème ô combien important. Et qu'en est-il de l'étape actuelle de développement de ces standards et que pouvons-nous attendre au cours des prochains mois et années à venir? Et donc, nous aurons une communication très intéressante de la part du ministère du Kenya, le Kenya qui fait un excellent travail en matière de surveillance et nous allons avoir l'occasion, en effet, de suivre l'état actuel de la mise en œuvre de tels efforts. Alors, la plupart d'entre vous en ligne sont familiers du DHIS2, de SORMAS, de GoData, différents outils qui sont utilisés dans la région africaine. Et donc, il est important que ces différentes équipes de développeurs puissent nous parler de l'importance de ces données
et de voir dans quelle mesure ils peuvent être intégrés dans la feuille de route du développement. Ensuite, il s'agira en effet de discuter de la manière dont nous pouvons améliorer la coordination entre les pays, entre les différents partenariats, afin d'adhérer à ces standards, car nous ne pourrons atteindre l'interopérabilité que si nous pouvons avoir suffisamment d'entités qui puissent collaborer sur ces standards. Et n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions à travers la fonctionnalité Q&A. Et à la fin des présentations, nous aurons l'occasion, en effet, de poser des questions, de formuler des commentaires. Encore une fois, merci à tous. Et sans tarder, j'invite à présent notre premier panéliste, Dr. Patricia Ndombi, responsable technique au sein de l'unité de surveillance dans le programme d'urgence au sein du siège. Patricia, vous avez la parole. Merci, Sarah. Puis-je confirmer que vous arrivez à visualiser mon exposé à l'écran? D'accord. Merci encore une fois. Merci pour cette introduction, Sarah. C'est un privilège pour moi d'être ici. Je m'appelle Patricia Ndompi. Je suis épidémiologiste et je dirige cette initiative au sein du siège. Je tiens tout d'abord à remercier le docteur Salam, Sarah et toute l'équipe du bureau régional. Et je suis ravi de vous introduire cette initiative et voir dans quelle mesure les efforts pourront être mobilisés au sein de la région. Alors, il y a de cela 2 ans, l'OMS a lancé un projet de surveillance collaborative pour que les pays puissent intégrer ces systèmes de surveillance de manière collaborative. Alors, actuellement, nous avons des informations fragmentées, non interopérables. Et comme le docteur Salam l'a évoqué, nous avons différents types de données sous différents formats. Et donc cela n'augmente non seulement pas la charge ou le fardeau de collecte des informations, mais retarde également l'harmonisation des données et la production d'idées qui pourront donc améliorer ces processus. Alors, cette initiative vise à aborder ces défis en développant une terminologie et des standards d'interopérabilité qui puissent être adaptés à la surveillance intégrée pour faciliter l'interopérabilité des systèmes, simplifier l'harmonisation et accélérer l'analyse pour une meilleure prise de décision. Alors, pour développer ces standards, nous recourons à un cadre appelé cadre SMART, qui a été développé par nos collègues au siège, qui nous permet en effet de transformer les différentes données en transformant ces orientations en système lisible par machine. Et donc, nous avons 4 niveaux. Dans le premier niveau, au premier niveau, nous avons tout d'abord les orientations quant au récit. Il s'agit de directives mondiales en matière de surveillance et qui nous amène ensuite à un kit d'adaptation numérique, ou DAC. Et le DAC est un autre document qui offre les spécifications techniques nécessaires pour adopter, adapter et opérationnaliser les orientations, les lignes directrices dans des systèmes numériques qui doivent être adoptés à l'échelle nationale. Ensuite, nous avons des lignes directrices lisibles par machine. Il s'agit en fait de code standardisés. Et au quatrième niveau, nous avons en fait des outils tels que le DHIS2, SORMAS ou GoData qui sont alors alignés avec les normes de l'OMS et sont interopérables. Et enfin, au cinquième niveau, nous n'en sommes pas encore à ce niveau, mais si nous arrivons à standardiser la collecte de données et l'échange à tous les niveaux, alors cela permettra en effet de produire des analyses avancées, des modèles analytiques avancés pour une meilleure prise de décision. Alors actuellement, nous nous focalisons sur le développement du kit et je vous en dirai un peu plus au cours des prochaines diapos.
Alors, l'objectif principal est en fait de développer un kit d'adaptation numérique pour la surveillance des maladies infectieuses, qui devra donc comporter des composants de surveillance indépendantes et, euh, et spécifiques à la maladie. Et la première version portera sur quatre domaines prioritaires, notamment la fièvre jaune, la méningite, le choléra et la rougeole. Et la publication est prévue pour le troisième et quatrième trimestre de cette année. Alors, nous adoptons une approche itérative, donc évolutive, à mesure que nous développons ces standards. Comme cela a été évoqué, nous devons apprendre les uns des autres. Et c'est pour cela que nous avons donc consulté différentes personnes à tous les niveaux. Nous avons mené des revues de documentaires à tous les niveaux de l'OMS. Nous avons consulté des partenaires donc externes, encore une fois à différents niveaux. Et à présent, nous avons incorporé différents commentaires de plus de 100 experts, notamment des points focaux donc qui travaillent de manière spécifique à ces différentes maladies, ainsi que d'autres partenaires externes. Et cela est fait pour veiller à ce que le DAC ne puisse pas être seulement robuste sur le plan technique, mais qu'il puisse s'appliquer à différents contextes. Alors, le kit de surveillance comprend donc différentes composantes. Et ici, nous avons donc ces différentes composantes, notamment les interventions et recommandations clés en matière de surveillance. Nous avons bien entendu les personnes utilisateurs, les différents scénarios d'utilisation, les processus opérationnels et clés, les flux de travail, les éléments de données de base et également une composante de logique d'aide à la décision, les indicateurs et suivis. Et donc, il s'agit en fait d'un document massif et certains collègues qui sont avec nous aujourd'hui ont collaboré pour élaborer ce document que vous aurez l'occasion de consulter. Mais c'était en fait ici pour moi de vous présenter un aperçu de ces différentes composantes. Alors, s'agissant du répertoire de données, cela sera inclus dans le DAC comme hyperlien et ces fichiers Excel incluront des dictionnaires qui définiront en fait les éléments de données de base. Et ce qui rend ce dictionnaire encore plus utile, c'est que chacun de ces éléments de données sera associé à des terminologies standards telles que ICD-11, Nomad et ainsi de suite. Cela pour veiller à ce que nous puissions offrir une euh, base pour l'interopérabilité. Ensuite, nous avons la logique d'aide à la décision qui offre des instructions sur la manière d'automatiser et de soutenir certaines décisions et processus en matière de surveillance. Et à titre d'exemple, nous avons par exemple des instructions qui sont données aux développeurs du système pour leur dire que le système, par exemple, lorsqu'il s'agit du choléra, devra être développé de manière à ce que deux ou plusieurs cas de choléra suspectés, qu'il puisse y avoir un signalement d'une flambée potentielle et qu'il les travailleurs de la santé doivent être orientés quant à, aux mesures à prendre. Il s'agisse par exemple de procéder à des tests RDT. Et puis nous avons également des scénarios d'utilisateurs qui racontent, si vous voulez, l'histoire de la surveillance à travers différents cas d'utilisateurs. Et chaque scénario devra tenir compte des personnes impliquées, le parcours du patient, des éléments euh, de données qui doivent être mis en évidence. Et cela permet de construire une histoire cohérente de manière à ce que toutes les composantes puissent fonctionner ensemble pour assurer la surveillance. Et enfin, nous avons les processus. Et cette composante constitue le fondement du DAC. C'est à ce niveau que nous avons démarré le processus de développement. Donc, lorsque les flux de travail sont donc définis, alors ces flux doivent cartographier, si vous voulez, la différente séquence d'activité, la manière dont les différents utilisateurs interagissent avec le système, et ainsi que les données qui doivent être produites par le système. Il s'agit donc
de cohérence, de préparation en matière de santé publique. Alors, il y a bien entendu différentes cas, considérations à tenir en compte lorsqu'il s'agit de mise en œuvre. Cela pour accélérer le parcours de numérisation. Et il est important que les pays disposant déjà de systèmes numériques d'adapter leur système afin qu'ils puissent être alignés sur les normes internationales. Et les pays qui utilisent toujours des systèmes papier, qu'ils puissent adopter ce système. Alors, à l'échelon national, si vous voulez adopter le DAC en tant que pays, il vous faudra donc réunir vos partenaires afin que vous puissiez revoir le DAC global, développer le DAC national, en tenant compte, bien entendu, du contexte local. Et si vous avez donc mes deux dernières diapos pour dire que le DAC sera publié vers la fin de cette année, et nous espérons rester en effet dans les temps. Et comme le docteur Salam l'a évoqué de son introduction, nous voulons veiller à ce que l'OMS puisse fournir des orientations, mobiliser un soutien de la part des différents intervenants, mais comprenez qu'il s'agit en effet de systèmes qui doivent être appropriés par les communautés de pratique. Cela pour veiller à ce que la communauté de pratique puisse en effet continuer à collaborer, assurer un apprentissage par les pairs. Je vous invite à scanner le code à ce sujet. Donc, encore une fois, merci à tous et j'espère que j'ai pu garder euh, le temps qui m'a été, rester dans le temps qui m'avait été imparti. Merci, Patricia. Une présentation très intéressante. Il s'agit en effet d'un domaine important et j'espère que les collègues en ligne pourront en effet apprendre de cette session. Alors, à présent, nous aurons les collègues du ministère de la Santé du Kenya qui ont fait de gros progrès dans le domaine et nous avons invité le docteur Youssef et le docteur Steven. Youssef assurera la présentation de cet exposé et Steven contribuera aux réponses. Euh, alors, merci beaucoup, Sarah. Je saisis cette occasion pour remercier l'équipe pour cette occasion qui m'est offerte. Je m'appelle Youssouf Adjak, je suis épidémiologiste et gestionnaire de données au sein de la direction de la surveillance des maladies au sein du ministère de la Santé. Alors, est-ce que mon exposé est à l'écran? Oui, pourriez-vous mettre l'exposé sur mode présentation, s'il vous plaît? Mode panoramique. Merci. Oui, comme cela a été évoqué, j'ai également un collègue, le développeur, Steven, qui est en ligne. Et nous avons également d'autres collègues de l'OMS, du bureau pays de l'OMS, en ligne. Alors, de notre côté, le défi portait notamment à la situation lors de la pandémie de la COVID-19. Et donc, vers midi 30, le jour de la déclaration de cette pandémie, euh, il a été donc communiqué. Donc, cette pandémie, il nous a fallu alors moderniser nos données et créer une équipe de développement d'un tel système de surveillance, système numérique. Et donc, la modernisation des données est alignée sur la vision 2014 à 2030, mais également sur nos objectifs. Et s'agissant des interruptions de l'aide étrangère, il nous fallait veiller à ce que nos données et systèmes de données puissent être soutenables. Par la suite, nous avons donc lancé un processus de modernisation des outils
numérique. Alors ici, nous avons les différents défis et limites des, de la surveillance. Nous avons des systèmes fragmentés avec des problèmes donc d'interruption de connexion et les variables étaient différentes. Il y a par exemple certaines personnes qui parlaient de genre alors que d'autres parlaient de sexe. Et puis, il y avait bien entendu des problèmes technologiques, notamment lorsqu'il s'agit d'abriter certains systèmes avec des partenaires qui vous accordent l'accès au système, mais avec des défis quant au lieu où ces systèmes devaient être abrités. Et il avait été décidé que tous les systèmes devaient être abrités au Kenya. Et puis nous avons également des problèmes de protection des données, la mise en œuvre, les identifiants uniques. Il s'agit d'un défi, mais une préoccupation nationale. Et donc, j'ose espérer que très rapidement, nous serons en mesure de trouver des solutions à toutes ces problématiques. Alors, nous travaillons également sur des systèmes intelligents sanitaires. Il s'agit d'une application Android, un système vivant. C'est mis au point par Google Health et aussi la collaboration avec d'autres parties prenantes. Et c'est avec plaisir que j'annonce qu'en tant que pays, nous avons pu euh, interagir avec Patricia et d'autres collègues qui ont effectué des visites dans nos locaux. Donc, l'application est basée sur euh, la DAC de surveillance et cela intègre toutes les normes qui sont pertinentes. Nous avons donc numérisé cet outil pour la surveillance de la rougeole, le suivi des rumeurs, etc. Un des défis que nous avions, c'était l'interopérabilité entre les données de surveillance et les données de laboratoire. Pendant la COVID-19, parfois des échantillons étaient reçus dans des laboratoires et on ne pouvait pas les lier à un cas sur le terrain. Ce système nous a permis d'automatiser les identifiants uniques se basant sur les directives de l'OMS, notamment au niveau des comtés, des sous-comtés. Et cela permet d'envoyer des notifications au laboratoire. Le processus, ce n'est pas aussi simple comme l'a dit le premier présentateur, mais parce que les décideurs doivent comprendre de quoi nous parlons. Nous devons Il faudrait leur expliquer en des termes plus simples en quoi consiste la DAC. Et dans beaucoup de pays, les gens ne s'intéressent qu'à l'application. Ils ne pensent pas au processus qu'il faut euh, mettre en place avant de parvenir à cette application. Donc, nous avons commencé par ces parties prenantes. Nous avons priorisé l'outil pour la numérisation. Ensuite, l'adhésion aux normes ou le respect des normes. Au Kenya, au niveau du ministère de la Santé, nous avons une cellule qui est l'Agence nationale des normes numériques pour se rassurer que tous les systèmes de santé adhèrent à ces normes. Donc, nous avons également numérisé les instruments de surveillance dans les 6 comtés. Je vais présenter les différents niveaux comme l'a présenté la collègue précédente. Le premier niveau, nous avons adopté les directives techniques de
l'OMS, notamment les directives techniques IDSR. Nous les avons passées en revue pour nous rassurer que le niveau 4, que cela soit reflété au niveau 4, au niveau de l'application. Alors, le dictionnaire des données, les rôles et responsabilités, qui fait quoi, à quel moment, les différents indicateurs. Ensuite, les développeurs ont traduit tout cela en utilisant les normes pertinentes, ce qui nous a mené donc à ENFIS, qui est cet outil numérique. Nous sommes en train d'envisager sérieusement le niveau 5 parce que si vous disposez des données, si vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle, très souvent personne ne va exploiter ces données. Donc, nous comptons passer à l'étape supérieure, le niveau 5. Vous avez ici l'interface mobile de ENFIS qui est conforme aux directives techniques de l'OMS. Voilà l'autoroute du système numérique en santé au Kenya. Mais pour participer à cela, il faut renforcer les normes. Nous avons des problèmes liés aux normes, les infrastructures TIC, les centres de données et d'autres problèmes liés à l'environnement propice, la réglementation et le respect des normes. Parce qu'on nous a demandé d'avoir un système interopérable. Nous avons les points de soins, la santé communautaire, les kiosques numériques. L'idée générale, c'est qu'il faut des normes et il faut assurer l'interopérabilité. Je vais terminer avec cette citation de l'ancien directeur du CDC. Les données constituent l'oxygène qui alimente notre capacité à détecter et à répondre aux menaces sanitaires à temps. Je tiens à remercier l'équipe qui nous a appuyés tout au long du processus. À santé, merci. Merci, Asante Sana. Merci pour cette citation. Je vais peut-être mettre ça dans mon bulletin. Merci d'avoir présenté tout le travail fait au niveau du Kenya. J'espère que les autres collègues peuvent prendre votre contact pour discuter avec vous davantage s'ils veulent d'autres informations. Le récapitulatif, le travail de base qui a été fait par l'équipe de Patricia et en ce qui concerne le DAC, ce que vous avez aussi fait avec le logiciel de base. Il ne s'agit pas de réinventer la roue. Il y a déjà l'existant que vous pouvez mettre à contribution, des choses qui sont déjà validées et qui fonctionnent bien. Sans perdre davantage de temps, je remercie les deux intervenants qui ont respecté le temps qui leur était imparti. À présent, nous passons la parole au gourou des technologies, des professionnels des technologies. Donc, nous avons trois groupes qui vont nous faire des exposés par rapport à ce travail, le DSHIS 2, donc l'équipe du groupe DSHIS 2 et HISP Uganda. Nous avons Jerry Aziawa de l'Afrique centrale, Immaculate Aïbaziwe de l'Ouganda. Jerry et Immaculate, vous avez la parole. Alors, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les saisir dans la boîte de questions et réponses. Merci, Sarah. Je vais partager mon écran.
Je vais faire l'exposé, mes collègues pourraient intervenir après moi. On va parler de DHIS2 et comment nous avons adopté les directives de l'OMS. J'espère que vous voyez mon écran. Oui, alors, le DHIS2 est un bien public libre d'accès. Vous n'avez pas besoin de licence pour y accéder. C'est générique, configurable. Vous pouvez l'exploiter très facilement. C'est utilisé dans plus de 15 pays. Nous avons, nous avons une communauté qui travaille sur l'application des HIS2. Nous avons collaboré avec le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique pour prendre en compte les directives de l'OMS. Et ce sont des points qui peuvent être utilisés comme point de référence dans les pays. Il y a des composantes spécifiques. Vous avez la capacité. L'interprète s'excuse, le son de l'orateur est interrompu. Donc, nous avons une présentation qui était déjà standardisée. Oui, nous avons mis à contribution les bonnes pratiques issues de notre expérience de mise en œuvre et vous pouvez le voir dans l'outil DHIS2. Mais on peut également l'adapter au flux de travail local parce qu'il y a des systèmes qui existent déjà dans les pays. Donc, DHIS2 est utilisé dans beaucoup de pays. Donc, le package est utilisé au Bénin, au Cameroun, République du Congo, Côte d'Ivoire, RDC, Mali, Niger, Rwanda, Sénégal, qui utilisent euh, le package. Mais il y a d'autres pays qui utilisent également DHIS2. Je vais rapidement parler de, de l'outil de suivi de la surveillance. Il y a des maladies spécifiques qui sont intégrées dans le tracker, donc qui répondent aux normes, donc la méningite, la rubéole, etc. Comme on l'a dit, l'outil est adaptable, comme vous le verrez. Vous, dans l'application ou DHIS2, vous pouvez ou assurer l'interaction avec euh, la DAC ou le DAC. Alors, par le passé, il n'y avait pas la COVID dans le tracker. Nous avons ajouté la Mpox et la COVID et on peut ajouter d'autres maladies. Donc, voilà globalement à quoi ressemble le flux de travail. Nous avons la notification, examen clinique, diagnostic, euh, demande de laboratoire, résultat de laboratoire, classement final, etc. Donc, c'est un outil assez flexible et nous l'adaptons aux besoins des pays. Mais nous maintenons les normes pour que cela puisse être utilisé au niveau régional. Vous avez ici un exemple du kit d'adaptation numérique où nous avons pu ajouter les codes. Ici, c'est le VIH.
Ici, vous avez le tableau de bord qui prend en compte tous les indicateurs. Et cela s'applique dans tous les pays qui utilisent le système DHIS2. Alors, ici, c'est un exemple de comment intégrer le, la logique d'exploitation dans le système. Un système qui vous donne les informations par rapport à, aux, aux dates ou importantes. Alors, pour ce qui est des défis, il faut adopter les normes mondiales aux priorités locales. Mettons à contribution les experts dans la conception. Les pays ont déjà des systèmes et nous avons essayé d'ajuster notre système pour les adapter aux réalités. Donc, c'était peut-être un défi, mais nous avons pu le faire. Si vous voulez ajouter d'autres normes, c'est un peu difficile, mais il faut juste faire une bonne planification pour éviter les perturbations au système existant. Alors, il y a aussi le problème des ressources limitées. Les pays ont pu, euh, ont pu mettre à contribution notre capacité. Et si vous voulez mettre en œuvre ce type de système de surveillance, il y a des défis qui peuvent être liés à la qualité des infrastructures. Parfois, l'Internet est limité, l'alimentation électrique peu fiable et le manque d'appareils numériques. Cela peut constituer des défis dans certains contextes. Parfois, il y a également un appui fragmenté des donateurs, c'est-à-dire les donateurs ou les bailleurs de fonds qui soutiennent des plateformes différentes, ce qui mène à une fragmentation de leur appui. Il y a aussi ce qu'on a appelé la fatigue des phases pilotes. Dans plusieurs cas, ces, ces outils restent dans la phase pilote et ne sont pas généralisés. Parfois, cela est dû au manque de financement ou de leadership. Ici, vous avez une liste de ressources supplémentaires que vous pourrez utiliser en ce qui concerne le DHIS2 sur les métadonnées. Sur ce, merci. Merci, chérie. Donc, l'important, c'est d'avoir des approches normalisées dans les différents pays. Merci d'avoir partagé avec nous le travail qui est en cours. Et on reviendra certainement à cela dans la phase de questions-réponses. Mais vous avez parlé euh, de l'adaptation des normes, qui est plus facile que de commencer à zéro. Sans perdre davantage de temps, nous allons donner la parole à l'équipe de SORMAS. Nous avons Yann Born, qui est responsable des opérations technologiques. Merci, Yann. Merci de votre présence. Vous avez la parole. Merci de l'opportunité qui nous est donnée de faire cet exposé sur nos activités. Je vais partager mon écran. J'espère que vous le voyez. Oui. Alors, comme l'a dit Sarah, je suis Yann Born. Je suis
responsable des opérations technologiques à SORMAS, à la Fondation SORMAS. C'est une organisation responsable des, du projet SORMAS. Nous avons une communauté de pratiques. Je vais vous présenter très rapidement SORMAS, la Fondation. SORMAS est un acronyme qui porte sur outils de surveillance et de réponse aux épidémies. C'est une plateforme numérique libre d'accès qui a été conçue pour permettre à tout le monde qui participe à ces activités de collaborer. Donc, à droite, vous avez notre tableau de bord qui facilite la prise de décision sur la base de données intégrées dans le système. C'est basé sur le cloud. Donc, il y a aussi la version web et mobile disponible. La collecte de données hors ligne via une application mobile disponible avec alors, dans des contextes où la connexion Internet n'est pas disponible, la version web ou hors ligne importante. Donc, la plateforme est disponible dans plus de 17 langues et tout peut être traduit. Notamment, nous avons une équipe de soutien à ce niveau. C'est un bien public numérique, a été créé pour la première fois au Nigeria dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola de 2016. Le projet s'est développé. Il y a eu plusieurs nouvelles caractéristiques qui ont été ajoutées aux fonctionnalités. Par exemple, nous pouvons faire une surveillance basée sur les cas et les événements. Nous avons un module sur la recherche des contacts. À droite, par exemple, vous voyez comment on fait la visualisation de la surveillance ou de la recherche des contacts. Il prend actuellement en charge plus de 40 maladies infectieuses. Ce chiffre devrait augmenter d'ici à 2027 pour prendre en compte 80 maladies infectieuses. Il y a également des modules pour la vaccination et les effets indésirables à la suite des vaccinations, dont on peut faire le suivi sur la plateforme. Nous avons aussi un système de gestion des tâches qui est intégré à tous les modules, ce qui est important pour avoir un aperçu de toutes les activités en cours, qui est responsable de quoi, qui assure quel rôle. Ça permet de faire le suivi des progrès enregistrés. Ça offre également la possibilité de mener des analyses géographiques et statistiques. Vous avez ici l'exemple à gauche. Vous pouvez le créer dans le système et l'exporter. Nous avons également un module d'échantillons et de résultats de tests en laboratoire qui est conçu pour cas où il n'y a pas un système centralisé de gestion des informations de laboratoire. Donc, on a des fonctionnalités d'interopérabilité qui peuvent assurer l'alimentation du système en données. Nous avons aussi un module environnemental, notamment avec les données climatiques. On offre un système de droits et de rôles personnalisables. Chaque pays qui l'utilise pourra déterminer les rôles de chacun, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire dans le système. Nous suivons les directives de collecte de données de l'Union européenne. Alors, SORMAS, jusqu'ici, a permis de renforcer les systèmes de santé publique dans 10 pays sur 4 continents. Et pour vous donner un aperçu rapide du flux de travail, disons que un travailleur communautaire reçoit des informations par rapport à une éventuelle flambée. Ce personnel pourra rapidement créer un événement pour les signaux d'épidémie à travers l'application mobile. On pourra documenter le résultat, enquêter sur le signal et voir, enquêter aussi sur d'éventuelles infections et documenter dans le système, créer
des échantillons et documenter les résultats d'un SORMAS. On peut aussi convertir les infections suspectes en cas confirmés en un clic. Donc, on n'a pas besoin de faire entrer les données ou de saisir les données plusieurs fois. Le module de recherche de contact entre également en fonction, comme vous pouvez le voir, ça permet de voir directement dans le système en temps réel comment faire la recherche des contacts et lorsqu'il faut enquêter sur ces contacts. À la classification aussi, le système fournit des directives pour les différentes maladies infectieuses prises en compte. Ce sont des étapes que vous pourrez répéter jusqu'à ce que vous parveniez à une conclusion sur une épidémie ou non. Lorsque vous mettez en œuvre le DAC, il y a des défis que vous pourrez rencontrer. Et ils sont similaires à ce que mon collègue a présenté tout à l'heure. Pour certaines maladies infectieuses, les DAC ne sont pas encore prêts à être mis en œuvre, ce qui veut dire que après, il faut, il faut faire des ajustements. C'est normal. Un autre problème plus complexe, c'est la cartographie de la collecte de données proposée dans DAC vers la structure de données existante dans le pays. Donc, cela ne se fait pas sans anicroches. Il est également possible que le pays ait des réglementations qui ne sont pas ou sur lesquelles les directives de notre outil ne sont pas alignées. Donc, nous collaborons avec les pays pour pouvoir parer à cela. Il y a un seul financement limité qui est disponible pour la mise en œuvre du DAC, comme nous l'avons appris tout à l'heure, de l'exemple du Kenya notamment. Il n'est pas toujours facile de savoir combien il faut pour assurer la mise en œuvre en fait, de tout le processus. Les gens voient seulement l'application, est-ce que ça fonctionne ou pas, mais tout le travail qui se fait en amont, on n'en parle pas, et donc il est difficile d'obtenir des financements pour cela. Et parfois, les pays qui mettent en œuvre cette plateforme ne peuvent pas assurer la généralisation de l'utilisation parce qu'il y a des manques de financement. Jusqu'en 2027, nous allons utiliser le DAC disponible avec les maladies infectieuses prises en compte, notamment le VIH, la tuberculose, qui vont être intégrées. Nous allons également continuer à assurer l'alignement et à rechercher des opportunités de financement. Nous allons continuer à appuyer euh, la communauté open source et des activités libres qui ne sont pas financées. D'ici la fin de 2027, nous allons mener des activités pour la mise en œuvre des normes de données pour assurer l'interopérabilité et peut-être nous allons modifier notre modèle de données actuel pour l'aligner à de nouvelles réalités. Sur ce, je vous remercie. Si vous avez besoin d'autres informations, vous pouvez me contacter directement. Vous pouvez également utiliser vous pouvez cliquer sur le lien pour avoir la démonstration de notre plateforme. Merci pour le travail que Sormas fait. À présent, nous allons parler du troisième instrument ou outil, Sylvia, GoData, votre exposé sur GoData.
Je vais commencer par partager mon écran. J'espère que vous avez percevé mon exposé à l'écran. Alors, je suis épidémiologiste et je fais partie de l'équipe de soutien du réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie et je partagerai avec vous quelques réflexions concernant GoData en soutien à cette mise en œuvre. Alors, GoData est un logiciel libre innovant développé par l'OMS en collaboration avec les partenaires du réseau. Il s'agit d'un outil facile à utiliser qui assure une facilitation de tous les éléments de la réponse aux épidémies. Il est conçu pour permettre aux utilisateurs sur le terrain, les épidémiologistes, les chercheurs de contact, d'enregistrer les cas, les contacts et les données qui s'y rapportent. Comme vous le constatez à droite de l'écran, GoData produit une série de résultats et d'analyses, et cela leur permet en effet aux développeurs de prendre les mesures nécessaires. Il s'agit d'un outil hautement configurable et facile à adapter à un large éventail de scénarios et de contextes épidémiques. Alors, quelles sont les caractéristiques principales de cette application? Elle peut être utilisée en ligne ou hors ligne sur différentes plateformes, Windows, Linux, Mac, iOS, Android. Il est possible de modifier les langues du logiciel ou d'en ajouter d'autres. L'application est hautement configurable avec des données de localisation et des variables de données configurables et elle contient des fonctions étendues d'importation et d'exportation de données. Alors, elle dispose d'une application mobile optionnelle qui est axée sur la recherche de contacts et outre ces fonctionnalités clés, GoData peut soutenir les normes de données et l'application a été développée et s'est appuyée sur l'expérience antérieure de l'OMS et de ses partenaires en matière de riposte aux urgences de santé publique, c'est que sur la conception, le développement et le déploiement d'outils de collecte de données sur le terrain. Et donc, l'application est conçue pour soutenir les processus et flux de travail de riposte aux épidémies, notamment en ce qui concerne la recherche et le suivi des cas. Elle contient également un module d'identification et de suivi des contacts. Et elle offre également différentes fonctionnalités de visualisation et d'analyse des données. Et ici, en particulier, nous avons en effet euh, intégré cela dans le tableau de bord, y compris les indicateurs clés de performance. Alors, l'application ne permet pas l'intégration de nouveaux indicateurs. Cela dit, il est possible de connecter, de relier GoData à d'autres outils, et donc il s'agit d'une possibilité, mais il n'est pas possible d'intégrer de nouveaux indicateurs dans l'application directement. Alors, GoData peut soutenir l'opéralisation des normes, mais depuis le développement de l'application, l'équipe GoData a collaboré avec différentes équipes de l'EMS sur des modèles standardisés. Et il s'agit donc de modèles standardisés qui sont en fait des épidémies préconfigurées basées sur les recommandations. Et sur la base de ces modèles, les équipes peuvent identifier une flambée en quelques minutes. Et cela peut offrir en effet des avantages importants
en proposant des formulaires d'enquête standardisés pour les cas, les contacts, le laboratoire et les suivis, la normalisation du codage des variables, et en proposant des objectifs prédéfinis pour les indicateurs prioritaires. Actuellement, nous disposons de 10 modèles d'épidémie et nous collaborons avec différentes équipes sur des répertoires de données ainsi qu'un guide de présentation des métadonnées qui permet de mieux cartographier ce qui est disponible. Un autre aspect de l'outil qui peut soutenir le développement du DAC, c'est de cartographier les personnages en fonction des rôles numériques au sein de GoData. Alors, la gestion d'une personnalisation aisée des rôles et des autorisations des utilisateurs est ainsi possible. Et l'une des responsabilités définies, euh, une fois les responsabilités définies, autant pour moi, les responsables peuvent utiliser un ou plusieurs rôles d'utilisateur, créer ou personnaliser des rôles. Et à gauche, nous avons en fait une série de guides qui aident à l'utilisation de ces rôles selon les épidémies. Et cela donc permet aux équipes locales d'intervention d'intervenir de manière adéquate. Alors, nous pouvons dire que l'application fournit un ensemble de données de base, ainsi que des données de référence pour les cas, les contacts, mais il permet également de personnaliser cet ensemble de données et d'inclure d'autres variables. Et cette particularité, combinée avec ce que j'ai évoqué précédemment, permet aux équipes d'adapter l'application aux besoins selon le contexte et des changements peuvent alors être apportés par les utilisateurs et cela donc rend le travail beaucoup plus facile. Alors, nous devons également préciser qu'aucune compétence en codage n'est requise pour la personnalisation à ce niveau, mais il est également possible en effet que les pays précisent le type de formulaire qu'ils préfèrent. Alors, je parlerai également de l'interopérabilité, car cela est extrêmement important. Et il est évident que cet outil doit être utilisé lors de flambées. Et donc, GoData fournit des API robustes pour permettre un échange de données harmonieux entre les systèmes de santé numérique. Et nous disposons de différentes expériences de différents pays, dans plus de 65 pays et au sein de plus de 115 institutions. Et cela a permis la création de connexions à différents systèmes tels que le DHIS2. Il y a une autre équipe d'ailleurs qui travaille sur une connexion avec un système libre d'accès. Et donc, toutes ces informations sont disponibles. Et donc, nous pouvons considérer cet outil comme un système qui utilise donc des modèles de données, de cas, qui peut être mis en correspondance avec des éléments de données définis par le DAC. Alors, s'agissant des domaines d'impact, il y a certains avantages à en dégager, tels que la rapidité d'exécution. J'ai parlé en effet
de la qualité de données, l'accès aux données, la visualisation automatisée de données et l'intégration qui permet une réduction du nombre d'ensembles de données déconnectées. Et enfin, ici, nous tenions à partager avec vous quelques ressources qui contiennent des cas d'utilisation, des cas d'études. Ici, nous avons des documents que j'ai d'ailleurs évoqués lors de mon exposé. Et je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Sylvia. Un excellent, une excellente présentation. Et j'espère que vous arrivez à constater la tendance. Nous ne recommandons pas un outil spécifique, mais il s'agissait plutôt de faire état de plusieurs outils, mais ils sont tous libres d'accès. Ils adhèrent à des standards bien donnés. Voilà donc pour démarrer cet échange. Et nous espérons que nous pourrons bien entendu poursuivre cet échange hors ligne. Alors nous allons à présent passer à la séance de questions-réponses. Donc levez votre main si vous avez des questions et posez votre question. Et lorsque vous leverez votre main, nous pourrons alors vous permettre d'activer votre micro. Avant cela, nous avons quelques questions qui ont été posées à l'équipe kenyane concernant l'application mobile, l'aspect de confidentialité, de sécurité des données. Les réponses ont été offertes. Il y a également des questions concernant la manière dont les points focaux des pays peuvent apprendre de ces processus de DAC. Et je passerai probablement cette question à Patricia, et tout particulièrement en ce qui concerne la manière dont les points focaux peuvent être formés. J'espère que vous m'entendez tous parfaitement. Alors actuellement, ce que nous faisons, c'est d'organiser des webinaires comme celui-ci, à cela pour sensibiliser les différentes parties prenantes. Et s'agissant de formation spécifique au développement de DAC, nous n'avons pas encore atteint ce niveau, mais euh, il existe un programme qui est en cours d'élaboration et actuellement, nous nous focalisons sur la première version du DAC afin qu'elle puisse être disponible aussitôt que possible. Après cela, nous passerons à une phase pilote dans certains pays afin de dégager des expériences dans les pays et éventuellement concevoir des formations spécifiques et adaptées. Merci Patricia. Il y avait une autre question de Saliou. Dans quelle mesure les outils de l'IA peuvent être incorporés dans le développement de votre plateforme? Excellente question. Et elle est adressée à toutes les équipes en ligne. Jerry, Jan, Sylvia, pourriez-vous, s'il vous plaît, lever votre main si vous souhaitez répondre à cette question? S'agissant de SORMAS, il s'agit là d'un rêve, être en mesure d'intégrer l'intelligence artificielle pour soutenir les décisions. Ceci dit, nous n'en sommes pas encore à ce stade, mais nous étudions la manière dont l'IA pourrait être intégrée en tenant compte, bien entendu, de l'aspect hautement confidentiel des données. Mais personnellement, je souhaiterais bien entendu avoir une telle fonctionnalité intégrée dans le système. Bien, nous reviendrons vers vous d'ici quelques années pour voir si vous avez pu réaliser ce rêve. Jerry, je crois que vous avez activé votre micro. Vous avez une réponse? Oui.
Comme je l'ai évoqué, le DHIS est modulable et nous explorons justement la possibilité d'intégrer l'IA en y incluant également des outils d'analyse avancée. Et pour revenir sur l'IA, l'intelligence artificielle, je suis au courant que certains pays ont développé certaines solutions, bien qu'elles ne soient pas libres d'accès. Mais d'ici quelques mois, je crois que nous aurons probablement euh, un peu plus d'informations à ce sujet. Mais j'ai une collègue, Rebecca, qui pourra probablement fournir un complément d'information à ce sujet. Merci. Je vois que Rebecca est en train de rédiger un message. Non, Jerry, je crois que vous l'avez bien expliqué. Actuellement, s'agissant de l'IA, nous sommes focalisés sur deux aspects. Tout d'abord, nous travaillons en interne pour incorporer l'IA dans différents processus de routine pour capturer des données de manière euh, plus aisée. Une autre manière dont nous essayons d'intégrer l'IA, c'est de, de développer des solutions de modélisation prévisible ou prédictive. Et je rédigeais également une réponse concernant l'interopérabilité. DHIS2 et Go Data collaborent très étroitement sur des solutions d'interopérabilité, euh, et cela au regard de la riposte à la maladie à virus d'Ebola en Ouganda. Et il s'agit bien entendu de données qui doivent être recueillies de manière holistique. Donc, deux solutions envisagées, mais l'outil et l'interopérabilité n'étaient pas toujours des défis comme soi, mais plutôt des différents niveaux de gouvernance, de décision qui doivent être également pris en compte et assurer le fonctionnement de ces outils. Merci Rebecca. Oui, je me rappelle de nos échanges sur l'Ouganda. Sylvia, vous avez la parole. Et concernant l'intégration d'outils IA, cela fait partie en effet de nos souhaits afin d'utiliser l'IA pour identifier les tendances ou des euh, clusters qui n'étaient pas identifiés par les données routinières. Cela dit, nous collaborons avec l'Université de Liverpool pour voir dans quelle mesure, dans quelle mesure de telles activités, et tout particulièrement en ce qui concerne le suivi des contacts, puissent être intégrées dans les outils. Ou sinon, l'intégration d'outils de l'IA et d'analyse avancée sont des aspects que nous envisageons dans un proche avenir. Alors, il y a une question qui avait été posée concernant les cas d'utilisation et nous avons pu documenter avec Sarah certains cas concernant l'interopérabilité. Et il y a également le gouvernement de l'Ouganda qui a également fait mention de tels cas d'interopérabilité. Merci Sylvia. Nous avons Youssouf et Jerry. Youssouf, merci beaucoup Sarah. C'est pour un éclaircissement. Une question a été posée concernant les défis auxquels nous avons été confrontés en ce qui concerne le DHIS2. Alors, il ne s'agit pas
du DHIS2 en tant que solution qui était problématique, mais il s'agissait donc d'une instruction, un arrêt de travail des États-Unis qui avait été prise. Cela nous a affecté, bien entendu. Et vous savez, lorsqu'un tel problème survient, nous devons en subir les conséquences. Et de l'autre côté, il y a également le fournisseur qui, en raison de non-paiement de notre part, a dû interrompre le service. Alors, nous avons des agences semi-autonomes, des agences sanitaires numériques qui veillent à la mise en application de standards numériques. Et il y a également une évaluation d'impact sur la confidentialité des données qui a été effectuée, car il s'agissait en effet de veiller à ce que toutes les données puissent être abritées au sein du ministère de la Santé et veiller à ce que tous ceux qui auraient à consulter ou plutôt à intégrer le système, veiller à ce qu'ils puissent être enregistrés avec le ministère de la Santé. Merci. Jerry, vous avez la parole. Oui, je pensais à la surveillance, mais nous utilisons en fait l'outil pour la santé vis-à-vis des changements climatiques. Et au Togo, par exemple, il s'agit d'un cas que nous étudions où nous utilisons en effet cela pour voir quels seront les résultats de certaines campagnes. Mais je ne l'avais pas mentionné, mais nous utilisons déjà donc l'IA, non pas dans le cadre de la surveillance comme telle, mais dans d'autres domaines. Merci, Jerry. Alors, je ne vois pas d'autres questions, mais pour revenir à l'exemple du Soudan, lorsque nous étions avec Hizb Uganda pour voir à quoi ressemblerait la riposte, assez souvent, le problème consistait à la première étape, c'est-à-dire les domaines où les données devraient être recueillies. Donc, à partir des évaluations de santé jusqu'aux formations sanitaires au bas de l'échelle. Et donc, il y avait déjà un problème de communication à ces différents niveaux pour savoir s'il fallait cartographier différentes zones communautaires. Et cela nous a amené à réfléchir donc à à l'aspect granulaire en fait des données. Et voilà encore une fois un aspect important et intéressant sur lequel il nous faudra réfléchir. Et jusqu'à présent, je ne sais pas quelle a été la solution à ce problème. Alors, avons-nous d'autres questions? Permettez-moi de vérifier si nous en avons dans la fonctionnalité de questions-réponses, sans quoi nous passerons à l'allocution de clôture. Alors, une dernière fois, chers panélistes, avez-vous un mot de clôture? Non? Merci beaucoup, encore une fois, de vous être joints à nous et de partager votre expérience. Et à présent, nous allons passer la parole au euh, directeur régional du programme HIR, le docteur Koua, pour son allocution de clôture. Merci beaucoup, Sarah. Permettez-moi de monter mon volume. À mon avis, ce fut un webinaire ô combien important et je tiens tout d'abord à féliciter les organisateurs, Sarah, Patricia et vos collègues qui ont rendu ce webinaire possible
un webinaire une grande utilité. Et au regard des participants, nous avons eu plus de 180 participants. Des participants caractérisés par des profils très variés. J'ai reconnu des représentants des ministères de la Santé, d'autres organisations. Nous avons également les experts des technologies et les exposés étaient certainement excellents, de même que les échanges d'ailleurs. Et il nous faudra probablement poursuivre cet échange. Et lorsque l'on parle de standards vis-à-vis des données et leur importance, le mot-clé est intégration. Comment pouvons-nous assurer une communication entre différents systèmes? Et cela donc nous amène à la question de l'intégration de l'interopérabilité. Il a été fait mention de systèmes fragmentés, de capture de données, des définitions, des indicateurs, et qui peuvent être différents d'un système à un autre. Et nous reconnaissons, pardon, l'importance de cet effort. Et à mesure que nous avançons euh, et que nous progressons en renforçant ces systèmes, ce mot clé d'intégration deviendra de plus en plus important. Et la question est donc de savoir comment nous pourrons standardiser tous ces processus et l'intégration des données, non seulement dans le secteur de la santé ou du système Une Santé, mais au-delà même du secteur sanitaire, pour inclure également l'éducation, le transport et bien d'autres. Et dans quelle mesure ces systèmes, ou plutôt ces secteurs, ont également pu mettre en œuvre de tels systèmes pour intégrer leurs données, cela de manière harmonieuse. Et donc, il s'agit pour moi de dire qu'il s'agissait d'une excellente opportunité pour moi d'apprentissage. Il y aura bien entendu d'autres communications qui seront faites. Nous espérons organiser d'autres webinaires à ce sujet. Et la manière dont nous construisons nos communautés de pratique euh, est un point important. Et je conclurai en disant que l'IA, l'intelligence artificielle, devient une norme dans différents secteurs et devrait nous permettre de mieux comprendre nos systèmes de données et nous aiderait probablement à un meilleur alignement de nos systèmes. Et donc l'intérêt que porte euh, l'IA est à garder à l'esprit. Et il s'agit à présent de voir dans quelle mesure la modélisation peut nous aider à mieux comprendre les tendances. C'est un autre domaine important et voir dans quelle mesure la standardisation des données peut aider. Et j'ai été impressionné par ce que font Sormas, GoData, DHIS2. Et donc, je crois qu'il était important, en effet, de prendre connaissance de ces différentes informations et cela nous sera très utile. Alors, permettez-moi encore une fois de vous remercier tous de votre participation et je vous invite tous à poursuivre cet effort et passer une excellente journée.
Merci encore à tous. Au revoir.